Dans la précédente vidéo, j'ai étudié le schéma en vue de faire une version simplifiée. Donc j'ai simplifié le schéma, mais malgré tout, ça restait encore compliqué pour une utilisation amateur. Donc j'ai cherché à faire une version encore plus simple, tout en gardant les mêmes performances. Alors voilà la configuration que j'ai retenue. C'est très 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 performant. Comme on peut voir, à la simulation, j'ai obtenu en IP3 47 dBm et en IP2 73 dBm. Et tout ça alimenté seulement en 12 volts. Donc je rappelle que le schéma d'origine était alimenté en 18 volts. Donc ça m'arrangeait pas puisque moi ça va être branché sur un accumulateur 12 volts. Donc le premier étage, je l'ai remplacé par deux transistors, un U310 et un J271 complémentaires. Le deuxième étage, ici, a été remplacé par un 2222 et un 2907. Et à la simulation de l'intermodulation, j'ai obtenu ça. Voilà, donc comme je disais, une IP3 à 47 dBm et IP2 à 73 dBm. Comme je disais dans la précédente vidéo, la partie là toute cette partie de circuit là qui sert à stabiliser le courant de repos des transistors ici là, je l'ai enlevé parce que c'est quand même du grand luxe. Pour une utilisation amateur, je vois pas trop l'intérêt. Donc je l'ai remplacé par un pont diviseur classique. C'est très largement suffisant. Je rappelle donc que c'est un adaptateur d'impédance. Il n'y a pas d'amplification. On rentre en haute impédance et on sort en basse impédance. Donc voilà la sortie basse impédance entre 1 et 32 MHz. Ça varie à peu près entre 0,7-0,8 ohm pour arriver à 4,2 ohm à 32 MHz. Donc on voit que c'est vraiment de la faible impédance en sortie. C'est normal vu le montage. C'est fait pour d'ailleurs. Sauf que pour mon utilisation ça ne va pas fonctionner puisque la sortie est reliée à un coupleur 90 degrés qui lui fonctionne sous 50 ohms. Donc il va falloir additionner un autre étage qui va adapter l'impédance tout en ayant un gain de seulement 3 dB pour compenser les pertes qu'il y a dans le coupleur 90 degrés. Donc cet étage va remplacer le dernier étage ici qui lui a un peu de gain justement pour compenser les pertes qu'il y a dans le coupleur 90 degrés. Je vais donc utiliser pour cet étage un MMIC. Mais il ne faut pas se tromper dans le choix, il faut vraiment prendre un MMIC très performant. Donc celui-là fera l'affaire. Car quand on regarde la courbe IP3, alors elle est où la courbe IP3 ? Voilà, c'est ici. On voit que plus on descend en fréquence, plus l'IP3 augmente. Et si on extrapole la courbe, on voit qu'aux alentours de des fréquences qui m'intéressent, on dépasse les 35 dBm. Donc c'est très 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 performant. Et là on joue dans la même cour que l'antenne Rode Schwartz, puisqu'on a une EP3, si on regarde les caractéristiques de l'antenne, on a une EP3 plus grand que 30 dBm. Donc ce circuit-là fera parfaitement l'affaire. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment un problème. Voilà, c'est que il est adapté sous 50 ohms. Alors que moi, mon montage à la sortie, c'est très basse impédance. Donc il va falloir relever l'impédance. Ici, il va falloir relever l'impédance pour au moins atteindre à peu près les 50 ohms du circuit. Donc je vais tout simplement placer une résistance de 47 ohms à la sortie. Cette résistance-là va venir s'additionner avec la très faible impédance de sortie. Et en fait, à l'entrée du BGA 6289, on va se retrouver avec à peu près 50 ohms. Le problème, c'est qu'il va y avoir une diminution du signal.
Mais c'est pas grave puisque le circuit a un gain de plus de 15 dB aux fréquences qui m'intéressent. D'ailleurs ça va être de trop. Je vais avoir à la sortie un signal trop important, donc je vais être obligé de mettre un atténuateur pour garder seulement 3 dB de gain pour compenser les pertes dans le coupleur 90 degrés. Et en fait cet atténuateur-là est bienvenu puisqu'il va me diminuer le bruit généré par le BGA et par l'adaptateur d'impédance. Alors voilà l'atténuateur, et on voit que les deux résistances ici ne sont pas identiques. Dans un atténuateur classique 50 ohms, c'est-à-dire 50 ohms à l'entrée, 50 ohms à la sortie, ces deux résistances sont identiques. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, à la sortie du BGA 6289, après mesure, je me suis aperçu qu'il n'était pas tout à fait à 50 ohms, mais à 58. Donc dans ce cas-là, il faut un atténuateur adaptateur d'impédance. Alors dans mon cas, il me fallait 6 dB d'atténuation. Donc impédance d'entrée 58, impédance de sortie 50. Donc après calcul, ça me donne ces valeurs de résistance. C'est-à-dire ici, ces valeurs-là. Et à la sortie, j'ai bien seulement 3 dB de gain. Juste pour compenser les pertes dans le coupleur 90 degrés. Parce que je rappelle que ce montage-là n'est pas un amplificateur, mais un adaptateur d'impédance. Comme sur l'antenne, comme sur le schéma de l'antenne Rode et Schwartz. Alors oui, il y a effectivement un léger gain ici, mais en réalité, le fonctionnement, ça fonctionne comme un adaptateur d'impédance. Donc exactement pareil qu'ici. Donc on voit que le schéma a été grandement simplifié et j'ai des performances équivalentes à ce circuit-là. Et quand on regarde bien, on retrouve bien les 3 étages de la Rode et Schwartz. 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3 étages. Alors attention, ce schéma-là n'est pas complet. Je l'ai allégé pour une bonne compréhension. Il manque les systèmes de protection et l'alimentation du BGA 6289. Donc à la fin de la vidéo, tout à la fin, je vous donnerai le schéma complet avec le système de protection. Alors j'ai réalisé le montage en réel, en mode vrac cingouin, juste pour voir si ça correspondait avec la simulation. Donc là on a le U310, là ici le J271, le 2222, le 2907 et ici tout petit là l'ampli, le MMIC et l'atténuateur de sortie avec les résistances calibrées. Alors voyons voir maintenant les mesures en réel. Alors voilà la mesure réelle sur l'analyseur de spectre avec le tracking. Donc la bande passante 1 MHz à 32 MHz avec les 3 dB de gain pour compenser les pertes du coupleur 90 degrés et on voit que c'est plat. C'est complètement plat. Ensuite j'ai mesuré l'adaptation à la sortie, c'est-à-dire à la sortie de l'atténuateur. Et là on est sur du, ici au milieu de bande, on est sur du 27.94 dB, moins 27,94. Et là dans le plus mauvais des cas on doit être à moins 26, à peu près ici, là moins 26 dB. Ce qui correspond à un SWR de 1.1. Donc on est parfaitement adapté. Alors là je vais tester le bruit, l'impact du bruit généré par les transistors et l'ampli large bande. Bon, alors pour ça j'ai court-circuité l'entrée. Le circuit est relié au coupleur 90 degrés sur le port 0 degré,
Sur le port 90 degrés, c'est rebouclé sur 50 ohms, puisque j'ai pas le deuxième circuit. J'ai pas encore réalisé le deuxième circuit. Sur le port ISO, c'est déjà bouclé sur 50 ohms par la petite résistance CMS. Et la sortie est reliée au récepteur. Donc pour l'instant, le circuit n'est pas alimenté. Alors il faut bien écouter parce que c'est difficilement perceptible. Donc là, le circuit n'est pas alimenté. Attention, je mets la lime, je coupe, je remets la lime, je coupe, je remets et je coupe. Voilà, et on entend une légère différence, c'est très faible, donc c'est bien, c'est que le circuit est correct. Alors maintenant, il s'agit de voir si le circuit résiste aux signaux forts. Donc je l'ai connecté au générateur interne de l'analyseur. Je lui injecte à l'entrée un niveau de moins 3,4 dBm. Je suis à 2 dB par division. Donc si j'augmente de 2 dB le niveau du signal à l'entrée, ça va augmenter ici de 2 dB. Signe que le circuit n'est pas en saturation. Donc je vais mettre moins 1,4 dBm. Attention, voilà, pile poil 2 dB au-dessus. Donc avec le niveau que je dispose sur le générateur de tracking interne, je n'arrive pas à saturer le circuit. Alors à quoi ça correspond en linéaire? Donc je vais me mettre en volts. TG. Voilà, ça correspond à un niveau à l'entrée de 190,3 mV. Donc même avec ce niveau-là, le circuit ne rentre pas en saturation. Et dans la vraie vie, un tel niveau à l'entrée de l'antenne, ça n'existe pas. Enfin, ça peut exister, mais il faudrait vraiment avoir un très fort signal. Donc même avec un très fort signal, je n'arrive pas à saturer le circuit. Et ça, c'est très bon. Alors maintenant, je vais tester l'efficacité du circuit. Donc à l'entrée, j'ai connecté une toute petite antenne de 4 cm. Et j'ai un niveau sur le récepteur de 5. Bien. Maintenant, je coupe l'alimentation. Et je vais brancher à la place exactement la même antenne, la même longueur. Voilà, ça fait la même longueur. Donc je débranche. Et je vais connecter la petite antenne. Je mets l'antenne à peu près au même emplacement. Et là, on n'entend plus rien du tout. Enfin, on entend quelque chose, moi j'entends quelque chose, mais c'est extrêmement faible. Très faible. Voilà, pourtant c'est la même longueur d'antenne. Voilà. Donc je reconnecte l'adaptateur d'impédance. J'allume, je mets en route. Voilà. Donc le circuit fonctionne pas parfaitement et là on voit bien l'efficacité de ce genre d'adaptation d'impédance. Alors là je suis sur 63 kHz et vous allez voir c'est encore plus spectaculaire. Donc 63 kHz, le niveau du signal S9 plus 10. Et là, absolument, et là par le coup, là on n'entend rien. Rien du tout. Rien.
Donc je remets l'adaptateur d'impédance. Voilà. Ça en dit long quand même. Hein. Sur les graves, quelques points à descendre sur les médiums, un petit peu augmenter les trebles, régler un petit peu la boîte, les Q-box. Donc voilà, donc je sais pas si tu m'entends encore parce que je crois que tu as fini le QSO, tu étais très bas. Hein. Je te renvoie le micro, je parle pas trop longtemps. Donc j'ai mis un petit bout de fil un peu plus long. Ça doit faire 25 cm seulement. Moi je ferai de même de mon côté avec grand plaisir là. On le fait régulièrement avec les copains là, pour faire les tests audio et autres. Donc voilà, je te renverrai, puis je t'enverrai quelques photos également de la station. Enfin tu verras en partie dans la vidéo. Mais comme ça me permettra de t'envoyer quelques photos de l'antenne, des antennes et puis de la petite station ici au fond du jardin, parce que c'est un peu comme chez Francis Cabrel, j'ai une petite cabane au fond du jardin et j'ai la station qui est à l'intérieur avec l'antenne qui est collée au petit chalet. Voilà, c'est pas une légende, c'est vraiment vrai. Allez, à très très vite, les bons 73, les bons contacts, mes amitiés autour de toi et puis au plaisir de te réentendre sur la QRG. À bientôt, merci l'ami Olivier, à bientôt. Voilà, toujours avec mon petit bout de fil de 20-25 cm. Avec l'ami William, là, on parlait de toi, là, il est dans ton secteur, l'ami William, là. Il est pas loin de chez toi, il est à 4 km de chez toi, l'ami William, là. Les bons chiffres, mon copain, là, tu vas avoir un grand week-end de 4 jours, tu vas pouvoir te reposer, là. Retour, William. Bon, bah, le test est concluant. Ça fonctionne. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, je vous fais voir le schéma complet après modification et rajout des sécurités. Donc diode à l'entrée, diode à la sortie pour la protection. Ici, c'est un filtre qui bloque le 50 Hz qui pourrait venir perturber l'entrée du circuit. Là, on a un potentiomètre qui, après réglage, permet d'avoir la même chute de tension entre drain et source de chaque transistor, ce qui permet d'avoir la même dissipation pour chaque transistor. Là, il y a l'alimentation du BGA 6289. Alors, ce n'est pas une alimentation par câble, c'est une alimentation séparée, parce que dans les alimentations par câble, ici il y a une bobine, on injecte le 12 volts, mais malheureusement il y a du bruit qui pourrait arriver à l'entrée du récepteur. Donc j'ai préféré faire une alimentation complètement séparée. Alors il y aura deux de ces circuits-là, un pour chaque entrée du coupeur 90 degrés. Voilà, dans la prochaine vidéo, ça sera la partie verticale de l'antenne avec un circuit qui va large bande qui démarra, j'espère, de 10 kHz et pour aller jusqu'à 71 MHz. Voilà, à plus.